Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. Covid-19, des indicateurs toujours dans le rouge, taux de prévalence qui tend vers 50% 1000 habitants, augmentation du nombre des morts et des cas graves et critiques, éclairage dans un instant d'un infectiologue, le professeur Abdel Chakib. La reprise dans les établissements scolaires n'a pas été de tout repos, avec un système d'enseignement qui tente de s'adapter aux exigences de la crise sanitaire. Nous irons à El House, dans une école primaire, où la majorité des élèves suivent les cours en présentiel, mais avec beaucoup de précautions. La Mostra de Venise brave la pandémie. Le club de fin de la 77e édition, c'était avant-hier samedi. Un beau palmarès dans lequel figure la chanteuse marocaine Khansa Batma, qui a décroché le prix de la meilleure actrice dans la catégorie Horizon pour le rôle de Raja dans le film Zanqa Contact, signé Ismaël Iraqi. La situation épidémiologique toujours aussi alarmante, avec aujourd'hui encore 1517 nouveaux cas d'infection pour 1442 guérisons enregistrées au cours des dernières 24 heures. 36 nouveaux cas de décès enregistrés depuis hier 18 heures, soit un taux de létalité de 1,8%. Quant au nombre des cas sévères et critiques, il s'élève à 275, dont 59 intubés, pour plus de 17 600 cas actifs, avec une prévalence de l'ordre de 48,5 pour 100 000 habitants. Une situation de plus en plus préoccupante et qui dure depuis des semaines. Les indicateurs des cas graves et des décès sont toujours dans le rouge. Le pays continue de briser les records journaliers en termes de contamination. Lecture de chiffres alarmants dans ce sujet de Mohamed Leshkar. Sur une durée de 7 jours entre lundi dernier et hier, intéressons-nous à l'évolution des principaux indicateurs. Le nombre des cas enregistrés toutes les 24 heures, celui des cas graves ou critiques, le nombre cumulé des cas actifs et le taux de prévalence de ces cas actifs. Première constatation, la diffusion du virus et donc sa circulation au sein de la population demeure élevée dans certaines régions. Casablanca Stade, Souss Massa, Rabat Salih Kenitra, Dra'ata Filalt et Marrakech Safi. Et dans une moindre mesure, le virus se propage également dans les régions de Tanger, Tétouan, Husseima, Blimla Khnifra, Fas Meknas, Dakhla Oued Dahab, l'Oriental, l'Ayoun Sakh El Hamra et Glumi Mouadnoun. Bref, aucune région n'est épargnée par le rebond de la pandémie. Seulement, la circulation du virus est beaucoup plus intense dans des régions plus que dans d'autres. Deuxième constatation, l'évolution inquiétante, voire alarmante du nombre des cas actifs, 16 290 en début de semaine dernière, 17 587 jours plus tard, soit quelques 1300 nouveaux cas actifs en une semaine seulement, ce qui donne une évolution dangereuse du taux de prévalence. Près de 45 pour 100 000 lundi dernier et près de 48,5 hier, plus de 3 points d'augmentation en une semaine. Et ce taux se reflète également dans l'évolution inquiétante d'un autre indicateur, celui du nombre des cas sévères ou critiques. Et l'on sait tous que les cas sévères pèsent lourdement sur le système de santé au niveau des soins intensifs. Ces derniers alimentent les services de réanimation et le taux de mortalité au niveau des services de réanimation pour les patients intubés est d'environ 80%. Lundi dernier, il y avait 202 cas sévères ou critiques, 240 le lendemain, 251 puis 252 les jours suivants. Et hier, ils étaient 266 cas sévères ou critiques, dont 48 placés sous intubation. Voilà des indicateurs dans le rouge, un taux qui fait peur, le taux de prévalence, près de 49 cas actifs pour 100 000 habitants. Nous ne sommes plus qu'un petit point du seuil d'alerte. Nous en parlons ce soir avec le professeur Abdel Chakib, grand infectiologue, en direct avec nous par Internet. Professeur, bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette édition. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors on s'intéresse d'abord à un indicateur épidémiologique qui nous interpelle depuis ces dernières semaines, celui du taux de prévalence du Covid-19. Il tend dangereusement vers 50 cas actifs pour 100 000 habitants. Est-ce un seuil critique et que signifie-t-il? Alors il signifie que le nombre de cas augmente
Alors, pour moi, je crois qu'il est même à la limite dangereux de continuer de raisonner comme ça, parce que malheureusement, beaucoup de tranches de la population font un raccourci. Ils disent que 50 par rapport à 100 000, c'est rien du tout. Autant un épidémiologiste ou un infectiologue, il peut comprendre qu'on est dans une dynamique qui est grave, mais autant pour une personne qui n'est pas, si vous voulez, au courant de certaines données ou certains, si vous voulez, modèles épidémiologiques, il doit considérer qu'on a tout simplement 50 personnes pour 100 000 habitants. Moi, ce que j'aurais préféré avoir, c'est le nombre de cas chaque jour. Parmi ces nombres de cas, combien de personnes ont des symptômes? Et en parallèle, ces gens qui ont des symptômes, combien on a eu ou on a de lits disponibles dans les hôpitaux. C'est ça ce qui est très important, pour que la population sache qu'on est en train de remplir tous les lits des hôpitaux par du Covid et laisser les malades non Covid malheureusement sans traitement d'une part, et d'autre part, on va arriver à une situation où il n'y aura plus de lits pour hospitaliser les malades. Alors professeur, le problème aujourd'hui, c'est le pouvoir de diffusion du virus, mais il y a une évolution sur laquelle règne le flou. C'est le taux de mortalité qui est élevé au moment où en Europe, et malgré le rebond de la pandémie, eh bien ce taux demeure faible. Quelle explication en faites-vous? Alors, le taux de mortalité est expliqué par trois phénomènes. Premièrement, malheureusement, par le retard diagnostique, parce que après le déconfinement, on a remarqué que les gens arrivaient à la réanimation après 7-10 jours d'évolution. Deuxièmement, par le relâchement qu'on a remarqué chez les personnes âgées et les personnes qui ont des maladies chroniques. Donc, maintenant, ils considèrent comme les jeunes qu'il n'y a plus de problèmes et ils sont en train de, à la limite, ils sont dans le non-respect des mesures de prévention, ce qui est très important. Et puis, en dernier lieu, le problème de l'évolution habituelle de l'épidémie. Hein. Parce que, rappelez-vous ce qui s'est passé en Europe et ce qui s'est passé ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Quand le nombre de cas augmente, il y a automatiquement le nombre de cas critiques et par conséquent les personnes qui arrivent en réanimation et les personnes qui meurent augmentent aussi. Alors, face au taux élevé de mortalité, le ministère de la Santé a réadapté le protocole de prise en charge des patients. Quelles sont d'ailleurs les grandes lignes de ce protocole et quels en sont les objectifs? Alors, l'objectif principal, c'est justement éviter ce retard diagnostique, d'une part, et d'autre part, éviter le retard de la prise en charge, ça veut dire le début de traitement. Alors, pour réaliser ces deux objectifs, le ministère de la Santé a décidé, premièrement, de ne pas attendre les résultats de la PCR, par exemple pour une personne qui est contact. Il suffit de faire un scanner, et si le scanner est concordant, ça veut dire qu'il dit aussi qu'il a, par exemple, des signes en faveur du Covid-19. On commence le traitement avant même de recevoir le résultat de la PCR. Et deuxièmement, dans beaucoup de grandes villes, les circuits de malades ont été revus, d'une part, et d'autre part, il y a eu l'installation de ce qu'on appelle des hôpitaux de jour. Ce sont des hôpitaux de campagne, mais en fait, ce sont des hôpitaux de jour. Ça veut dire que ce sont des structures sanitaires dans lesquelles n'importe quel citoyen qui a des symptômes du Covid ou qui est en contact avec quelqu'un qui a le Covid, il peut venir et les évaluer et on décide à ce moment-là est-ce qu'il doit être traité chez lui ou est-ce qu'il doit être hospitalisé. Dernière question, professeur. Un semblant d'ordonnance circule récemment sur les réseaux sociaux pour l'automédication préventive du Covid-19. Azithromycine, zinc, vitamine C et D, paracétamol. Est-ce bien efficace pour doper l'immunité face au virus? Non. Non, ça c'est très dangereux et même on a eu des cas vraiment dramatiques, des personnes qui ont utilisé ces protocoles et qui se sont restés chez eux, croyaient qu'il allait être amélioré et ils sont arrivés, par exemple, dans le CHU de Casablanca, avec une saturation à 30%, ça veut dire qu'ils n'avaient plus d'oxygène dans leurs poumons et par conséquent dans leur cerveau. Il faut faire très attention, ce sont des protocoles qui doivent être prescrits par des médecins pour les cas confirmés, après avoir fait un électrocardiogramme et avec un suivi
soit téléphonique, soit un suivi régulier en consultation. Il est très dangereux d'utiliser ces traitements en prévention. Ils ne servent à rien en termes de prévention. Un antibiotique n'a jamais servi pour la prévention de quoi que ce soit. Un antibiotique, il est pris quand on a une maladie, quand on a diagnostiqué la maladie, quand on est sûr que le malade a besoin de cet antibiotique. Conseil retenu, professeur Abdelfatah Chakib, infectiologue, merci d'avoir répondu à nos questions. Plaisir. Et c'est toujours la métropole économique qui détient le record des contaminations, des décès aussi. Une situation à laquelle les autorités locales tentent de remédier par une série de mesures restrictives, déplacements limités et à des horaires bien définis, fermeture de nombreux commerces, magasins et de tous les établissements scolaires, confinement de certains quartiers où des foyers sont détectés. Tout cela dans l'espoir de casser la chaîne de propagation. Nous verrons tout cela dans ce reportage de Fatiha Omrar, Ahmed Hamri et Omaima Ramli. Quartier barricadé à l'entrée des agents de police. Nous sommes à Haïl Fadl, à Ain Sba, à Casablanca. Depuis la découverte de nouveaux clusters dans ce quartier, les mesures restrictives sont à nouveau de vigueur. L'urgence, c'est de casser la chaîne de propagation. Du jour au lendemain, le quartier a été fermé. Cela suffit pour voir à quel point la situation est grave. Il faut à tout prix stopper cette rapide propagation. Le nombre de nouveaux cas de contamination est juste ahurissant. Il faut que les gens prennent conscience de la dangerosité de cette situation. La fermeture du quartier est une bonne initiative à mon avis. C'est indispensable pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe sous nos yeux. Une décision qui s'applique également au commerce. Les rideaux baissent à 15h et les opérations de contrôle des autorités locales s'enchaînent. Pas d'excuses, les consignes sont claires. Nous nous plions aux nouvelles règles sanitaires. À 14h30, nous fermons nos commerces. C'est dur pour nous, mais la santé de tous passe avant tout. C'est une bonne initiative. Ce souk draine beaucoup de monde. Ces nouvelles mesures permettront de juguler la propagation du virus dans notre quartier. Casablanca demeure la ville la plus lourdement accablée par la pandémie. Pour les 3 derniers jours seulement, la métropole a enregistré plus de 2000 nouveaux cas. Depuis l'apparition du virus, la sensibilisation ne faiblit pas, bien au contraire, et s'intensifie partout, en zone rurale et urbaine, dans les milieux scolaires et professionnels. Et ce ne sont pas les initiatives qui manquent. Autorités locales et tissus associatifs mettent les bouchées doubles face à un ennemi commun. Sur ces images, la province de Tata, où la sensibilisation aux gestes barrières et de rigueur avec distribution de masques. La crise du coronavirus alimente les inquiétudes. C'est notamment le cas au sujet de l'enseignement. Loin de retrouver une normalité à cause de la propagation du virus. Pas plus tard qu'hier, l'Académie régionale d'éducation et de formation de Marrakech, SAFI, a annoncé l'adoption de l'enseignement en alternance dans 3 zones urbaines de Marrakech qui étaient auparavant concernées par l'enseignement à distance. Et ces zones sont Mohamed Menara et dans les quartiers d'Abouab Marrakech, Inara, Nakhil 1 et 2, Targa et Sidi Ghanem, ainsi que la zone urbaine de Haï Hassani. Le paysage est différent dans la province d'El Haouz, où les élèves ont repris le chemin de l'école. Mais si les cours se déroulent en présentiel, la vigilance est au programme avec l'impératif de respecter les gestes barrières qui ont visiblement changé le rituel des écoliers. L'ambiance dans ce reportage d'Amina Al-Mu'tasim Bilal El-Bouazavi, commenté par Omaima Ramli. Scotchés au tableau, ces écoliers suivent attentivement les cours. Il y a une semaine qu'ils ont rejoint les bancs de leurs écoles. Depuis, rien ne se passe plus comme avant. C'est une rentrée exceptionnelle. Les écoliers en sont conscients. Nous ne cessons pas de leur expliquer cela. Distanciation physique, port du masque en dehors des salles de classe, tout cela est obligatoire. D'ailleurs, la récréation, c'est en classe que ça se passe.
Dans cette école, 90% de nos élèves suivent les cours en présentiel. Le port du masque est obligatoire à partir de la 5e année du primaire. Les classes ont été divisées en 2 groupes de façon à ce qu'il n'y ait pas plus de 20 écoliers dans une même salle. Une nouvelle organisation s'est donc imposée dans cet établissement. À l'épreuve des cours du présentiel, la mobilisation est tous azimuts. Chacun y met du sien pour relever haut la main ce défi. Nous mettons nos efforts en commun. Chacun s'occupe d'une tâche particulière. Nous avons même engagé une personne qui vient régulièrement pour désinfecter les espaces publics. Également, nous avons mis à disposition des élèves des gels hydroalcooliques. Au niveau de la province de l'Haouz, 100% des écoles publiques et privées ont réouvert leurs portes le 7 septembre. Toutes adoptent le mode présentiel. La mission humanitaire de l'hôpital militaire marocain de Compagne déployée à Beyrouth sur haute instruction royale se poursuit. À ce jour, un total de 28 647 prestations médicales ont été prodiguées au profit des personnes touchées par l'explosion tragique survenue dans le port de Beyrouth. 12 333 personnes ont bénéficié des soins médicaux offerts par le personnel de l'hôpital dans diverses spécialités. Le personnel soignant a effectué 208 interventions dans diverses spécialités, en plus de la distribution à titre gracieux de médicaments à plus de 9 763 personnes. Dans le reste de l'actualité, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté provinciale de Safi ont interpellé hier un individu de 30 ans pour son implication présumée dans le détournement et l'attentat à la pudeur sur une fille mineure de 14 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête, la mineure avait quitté le domicile familial depuis vendredi sans qu'aucun avis n'ait été déposé auprès des services de la police à ce sujet, avant que son père n'avise la police, après que son fils a été retrouvé dans un parc public. Les recherches et investigations préliminaires de la police judiciaire ont révélé qu'après avoir quitté le domicile, la victime a été détournée par 2 personnes qui l'ont ensuite violée sans violence au domicile de l'un d'eux dans le quartier Zil Abidine. Les recherches ont permis d'identifier les 2 suspects. Sachez également que le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a déféré aujourd'hui devant le procureur général du Roi, près la cour d'appel, le suspect principal dans un crime d'homicide volontaire sur mineur avec attentat à la pudeur après la fin de l'enquête préliminaire et l'écoulement du délai de la garde à vue. Le suspect, qui a été interpellé dans la nuit du vendredi, est poursuivi en état d'arrestation, notamment pour crime d'homicide volontaire sur un mineur avec attentat à la pudeur. Les couleurs du ciel ce soir, des averses orageuses localement fortes intéressent plusieurs provinces. Le Hoceima, Azilal, Boulmen, Driouch, Rachidia, Figué, Gersiv, mais aussi Ifran, Jarada, Midelt, Oujda, Angad, Sfro, Taurir, Taza et Tinrir. Des précipitations de niveau orange sont prévues jusqu'à 22h et ce phénomène sera accompagné par de la grêle et des rafales de vent. Pour finir, cap sur la cité des Doges, où le cinéma marocain s'est distingué avec brio à la Mostra de Venise grâce au film Zanqa Contact du jeune réalisateur Smaïl Lairaqi. Le long métrage de 2 heures a obtenu le prix de la meilleure actrice, prestigieux prix décerné à Khansa Batma dans la catégorie Horizonti, comprenez Horizon. Vous la connaissez déjà comme chanteuse, underground, polyglotte, rock et rock'n'roll. Ses premiers pas comme actrice lui valent désormais une deuxième notoriété. Nisreen Oustar. C'est l'histoire d'un road movie passionnant qui a traversé les frontières en s'étant chahuté pour voler la vedette ici, dans l'arène de l'Adriatique, la charmante Venise. Ed è ora arrivato il momento per la migliore interpretazione femminile. Presidente, chi è la vincitrice? La migliore attrice, Yaya... No, sorry. Khansa Batma, for the film Zanqa Contact, by Ismaël El Irak. L'actrice primée n'a pas pu faire le déplacement, mais elle n'a pas manqué d'exprimer son pêle-mêle d'émotions à l'assistance en visioconférence. Big thanks to the jury members, all of you. Un grand merci au jury. Nous savons tous que faire du cinéma implique un vrai travail d'équipe. Je dédie alors cette réussite à tous ceux qui m'ont accompagné dans cette aventure extraordinaire. Le réalisateur Ismaïl Iraqi et tous les acteurs, Fatima Atif, Mohamed Hammoud, Mourad Zawi et le grand Saïd Bey. Je vous aime tous. Ce trophée est le nôtre. I love you and
thank you for everything, and I'm feeling grateful and I'm moved. Khansa Batma a effectivement de quoi être émue, fière et joyeuse. Elle qui fait une entrée magistrale dans le monde du 7e art. Un monde qui, hier encore, lui était tout à fait inconnu. Derrière cette ascension, un jeune qui lui a fait confiance. This right here is my hero. She's strong and she's brave and she's beautiful and she's better than Batman. She's Batma, you know. Elle, c'est mon héroïne. Elle est belle, forte, courageuse. Elle est meilleure que Batman. Elle est Batma. Je ne suis pas censée recevoir son trophée. Je porte juste la casquette du livreur ce soir. Bon, trêve de plaisanterie, j'aimerais juste vous dire que ce film n'aurait pas existé sans Khansa. Elle l'a magnifiquement porté avec zéro expérience dans le domaine du cinéma. Faites confiance aux artistes qui n'ont pas d'expérience. Faites confiance aux actrices de couleur, aux actrices arabes et aux femmes quadragénaires et même sexagénaires. Prenez des risques, ça finit par payer. Take risks. You know why? Because it pays off. Dans ce film baignant dans une ambiance de polar et de romance, Khansa Batma prête cher à Raja. Avec son ami Larsen, elle partage la passion du rock'n'roll et plein d'espoir dans un Casablanca des plus déjantés. Les deux personnages se rencontrent à la faveur d'un accident de voiture, donc je pense que c'est le bon moment pour dire que Zanka Contact n'est pas du tout un film réaliste, du tout. Bien au contraire même, en fait, c'est une espèce de déclaration d'amour au rock'n'roll, au western, aux serpents, aux motos, un peu à tout ce que j'aime en fait. Tout ce qu'il aime, mais aussi un peu de ce qu'il a vécu. Smaïl Iraqi est un miraculé survivant des événements tragiques du Bataclan à Paris. Des souvenirs dont il a puisé pour écrire le scénario de Zanka Contact. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'info est de retour avec Raïs Mohsin. Au plaisir de vous retrouver demain.